Monsieur le Premier ministre, bonjour. Monsieur Ibrahima Kassori Fofana, vous êtes le directeur de campagne de l'élection présidentielle pour le parti au pouvoir, le candidat Alpha Condé. Comment s'est déroulée cette campagne électorale? Écoutez, c'est une campagne très animée, très active. Nous croyons à nos chances, les adversaires croient à l'alternance. C'est cela la démocratie. Mais globalement, ça s'est bien passé. Oui, vous avez eu quelques incidents, on a entendu, lors de votre tournée à l'intérieur du pays. Nous avons vu le Cellou Dalein Diallo qui affirme que finalement ce ne sont pas ses militants mais les vôtres qui avaient orchestré tout ça. Que répondez-vous à... Écoutez, c'est ridicule. Tous les Guinéens savent que ce n'est pas vrai, y compris lui, M. Cellou. J'ai été agressé dans son fief et les autorités là-bas ont pointé le doigt sur lui et se sont partis. À deux endroits, à Labé, sa ville natale, et à Dalaba, n'est-ce pas? À Labé, je venais de réussir un très grand meeting. Je crois que ça a choqué un peu nos adversaires. Ils ont organisé la jetée de pierres sur mon cortège. Ils ont cassé quelques véhicules. À Dalaba, qui est loin de Labé, alors là, c'était comme une guérilla. Ils ont carrément bloqué, je ne peux pas accéder à la ville. Si c'est nous qui organisons, ce n'est pas notre région, ce n'est simplement pas possible. Non, ce n'est pas possible. Donc vous réfutez toutes ces accusations? Non, mais c'est encore une fois, ce n'est simplement pas possible que ça a été organisé par nous. Alors après 10 ans à la tête de l'État guinéen, quel est le bilan de la politique économique et sociale au profit des Guinéens de votre candidat? Écoutez, sur le plan économique, je donnerai juste quelques éléments. Quand mon candidat prenait le pays, on était dans le creux de la vague, avec un pays surendetté, 79%, l'endettement du pays était de l'ordre de 79% du PIB. Il l'a ramené aujourd'hui en dessous de 40%. Très peu de pays dans la région ou en Afrique peuvent avoir la prétention d'avoir réussi un tel pari. Il a, d'un point de vue des flux économiques, de la croissance économique, créé et entretenu une croissance soutenue dans ce pays, de l'ordre d'un minimum de 6% pendant toute la durée de son règne. Au point que, d'un point de vue du stock, il a doublé le PIB de la Guinée. Ça veut dire que la richesse nationale a été doublée. En dehors de la Côte d'Ivoire, votre pays, je ne vois pas dans la région le pays qui ait un tel niveau de performance économique. Sur le plan économique, en termes de pouvoir d'achat, cela se traduit à une amélioration du pouvoir d'achat des Guinéens de l'ordre de 11%. C'est quand même beaucoup. Le taux de pauvreté, l'indicateur de pauvreté, qui est une espèce d'indice composite qui permet de cerner tout ce qui se passe sur un plan humain, sur un plan économique, et qui se ressent en termes de réduction de pauvreté. Il a pris ce pays, on était à 54% de pauvres. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 34%. C'est beaucoup. C'est beaucoup, il n'y a pas de doute là-dessus. Et tous les observateurs s'accordent à le dire. Ça, c'est l'économie. Et maintenant, vous pouvez voir l'évolution d'un secteur à l'autre. La croissance au niveau agricole aura été d'un minimum de 5%, 5-6%. Quand vous prenez sur certaines productions spécifiques, l'arachide ou le manioc, c'est 12%, etc., etc. Sur le plan infrastructurel, je ne sais pas si vous êtes arrivé de venir à Conakry il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? J'ai pu dire quoi dans les meilleurs hôtels par rapport à vous aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il a pris, on avait juste en 2010, quand tu prenais le pouvoir, un hôtel 3 étoiles, Novotel,
Aujourd'hui, on peut aligner 5, 6 étoiles, 6 hôtels de 5 étoiles. Donc, sur le plan infrasocial, le minimum a été créé. On peut continuer à énumérer les secrets. Sur le plan social, j'ai donné l'indice de pauvreté qui s'est amélioré. Je pourrais dire aussi qu'il a entrepris depuis un an et demi le programme de transfert monétaire le plus ambitieux du continent. C'est en termes de PIB, nous avons un programme qui atteint des transferts monétaires qui va au-delà de 2% du PIB. Et nous allons vers 4%, c'est cela l'objectif, pour arriver à une réduction de la pauvreté absolue à l'horizon 2025. À 40%, ce programme vise 40% de nos compatriotes. Alors vous nous avez énuméré toutes les actions menées par le chef de l'État, mais il reste encore certainement beaucoup d'actions menées, puisque la Guinée fait partie quand même du peloton de queue dans les classements internationaux au niveau de la pauvreté. Donc pourquoi n'a-t-il pas pu mener toutes ces politiques à bout au niveau de l'électrification, au niveau... Est-ce que vous pensez qu'on peut changer une gestion catastrophique d'un demi-siècle en 10 ans? Ce que je suis en train de dire, les tendances sont bonnes, les progrès sont significatifs, et cela dans tous les domaines. Mais les parties d'un stock très faible. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, prenez n'importe quel indicateur au moment de la prise de fonction, et aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une nette amélioration. Donc c'est quoi, faute de temps? Non, ce n'est pas faute de temps. Je ne suis pas en train de dire, c'est faute de l'État. De départ, le point de départ. Le cadre macroéconomique n'était pas ça du tout. Il l'a stabilisé. N'est-ce pas? C'était le point de départ. Il a pris le départ, ce pays, avec une inflation de 26-27%, ramenée aujourd'hui en dessous des 2 chiffres. Parlons en fait de ce qui cristallise les tensions actuellement en Guinée. La nouvelle constitution guinéenne qui a été approuvée par 89,76% des votants au cours d'un scrutin marqué quand même par des violences. Pour quelles raisons a-t-il tenu à modifier la constitution adoptée 10 ans plus tôt? Quelle est la base juridique de cette décision? Écoutez, il faut rappeler l'histoire pour comprendre que il est venu au pouvoir après une transition militaire. La constitution qu'il a trouvée, qui a fait l'objet d'un consensus en termes d'orientation globale de toute la classe politique de l'époque, sous la supervision du président Blaise, il était prévu au Burkina comme élément de constitution pour dire, écoutez, on va adopter une constitution provisoire. Nous allons nous engager comme classe politique. N'importe qui viendra au pouvoir devrait changer cette constitution parce que ça n'a pas de base légitime. Ça n'a pas fait l'objet d'un vote référendaire. N'est-ce pas? C'était une constitution juste mise en place pour les besoins de la cause. Pour marquer la fin de transition. Il n'a pas pu faire les premières années parce qu'entre-temps, comme vous le savez, le pays a été frappé par Ebola. N'est-ce pas? On a eu beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup d'urgences. C'est un engagement collectif de changer la constitution. Maintenant, il fait ça, on dit non, il le fait parce qu'il veut changer il veut se représenter. Non, ça n'a pas de... Mais la disposition de l'article 27 de la Constitution de 2010 a été supprimée et elle énonçait, je cite, « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs ou non. Et si le mandat du président n'est toujours renouvelable qu'une seule fois, sa durée passe de 5 à 6 ans et les mandats effectués sous la précédente Constitution deviennent caducs. » Selon l'opposition et le FNDC, vous avez, du moins le chef de l'État, initié cette révision constitutionnelle pour
se maintenir au pouvoir. Que leur répondez-vous? Écoute, je réponds, ils n'ont qu'à se référer aux résultats du référendum. Ils ont fait une campagne parfois violente contre ce référendum pour dire au peuple, attention, si vous le votez, il va se représenter. Vous avez vous-même donné le résultat. 80%, plus de 80%. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de légitimité en termes de revendication sur ce sujet. Le peuple a tranché. Est-ce que, justement, pour mettre fin à ces tensions, à ces tribulations politiques et cette violence, est-ce que le chef de l'État, le président de la République, Alpha Condé, pourrait envisager de former un gouvernement de coalition s'il est réélu? Je ne sais pas quel est le nom que vous allez donner, mais je peux vous dire une chose, il est ouvert. Il reste ouvert, moi qui vous parle. Après, j'étais candidat en 2010. Après, on s'est séparés. J'étais dans l'opposition. Il m'a fait appel de l'opposition pour pouvoir travailler avec lui. Et vous avez plusieurs personnes de ce cas. Ça veut dire qu'il a une politique de main ouverte. Il n'est pas, je ne pense pas qu'il soit absolument ferme sur l'idée de ne pas ouvrir. Il veut rassembler tous les Guinéens. C'est pour cela que vous observerez que autour de lui, il y a plus de monde dans la classe politique que chez les adversaires. C'est clair. Et son opposant historique, il serait-il prêt à aller jusqu'à prendre des membres du parti de Cellou Dalein Diallo? Oui, pourquoi pas? Il le ferait. Il l'a fait déjà. Les membres du parti, les principaux, le porte-parole des membres du parti de M. Diallo est aujourd'hui ministre d'État en charge du secteur des transports. N'est-ce pas? Donc il l'a déjà fait. Et un autre, M. Mokhtar Diallo, un des membres actifs de son parti, est également ministre dans l'équipe d'Alpha Condé. Maintenant, si votre question est de dire est-ce qu'il est prêt à prendre le dialogue, je ne sais pas. Les deux pourraient en discuter. En fait, comme il ne veut pas en fait, même prononcer son nom, on se demande si finalement, au-delà des convictions... Qui ne veut pas... Le président Alpha Condé a récemment dit ne pas vouloir prononcer le nom... Non, c'est pas vrai. Il a dit, par exemple, dans la campagne, écoutez, si vous votez pour quelqu'un d'autre, c'est pour renforcer Cellou. Ça veut dire qu'il n'a pas de problème à prononcer son nom. Bah donc justement, on a l'impression parfois qu'on a assisté à un duel de personnes. Au-delà des convictions, au-delà des... Écoutez, c'est normal parce que, écoutez, M. Diallo a la frustration légitime d'avoir perdu l'opportunité en 2010 d'être président après un premier tour de 44%. Après, il a été battu en brèche, malgré 44% au premier. Mais comment vous expliquez cette remontada du président? Comment en 2010 vous expliquez cette remontada du président? Passer de 18%? Écoutez, ça n'a jamais été vu dans les annales. Je vais vous amuser. Je me souviens à l'époque, parce qu'encore une fois, j'étais candidat. Monsieur Alpha Condé a fait preuve d'art politique pour pouvoir prendre tout le monde avec lui, après le premier tour. Malgré qu'il était à 18%, l'autre à 44%, il a eu beaucoup plus d'habilité à nous attirer tous dans son camp. Et le résultat, on l'a battu. Sur ces 44, je me souviens derrière, sur les pancartes, après le premier tour, M. Diallo écrivait « Nous sommes rassurés ». Parce qu'ils se disent rassurés de 44% et puis avec un ou deux candidats du premier tour, ils font une addition théorique, disent nous serons à 60% dès le deuxième tour. Et le résultat a été totalement différent. Alors comment se sent le chef de l'État à quelques heures? Écoutez, il est très serein. Même ce matin, j'ai parlé avec lui, on a parlé d'autres choses, des choses de la vie, même pas de politique, il est serein. Il m'a demandé, en tant que directeur de campagne, de faire la campagne. Il n'est venu là-dedans parce que nos adversaires ont dit ah, il est malade, il est mourant, il ne peut pas faire une campagne. C'est pour ça que la dernière semaine, il dit bon, écoutez, je vais donner la démonstration. Parce que ces militants étaient inquiets. C'est par réaction? Oui, c'est par réaction par rapport à ces militants. Ces militants étaient inquiets. L'opposition disait qu'ils n'étaient pas capables
physiquement de tenir une campagne. Mais il a quand même 82 ans. Ben, écoutez, il est plus en forme que vous et moi, j'ai pu vous garantir. D'accord, donc il n'a pas de problème de santé. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pendant tout ça. Pas du tout. Finalement, si le chef de l'État est réélu, doit-on envisager qu'il reste au pouvoir pour 12 ans? Écoutez, comme la nouvelle constitution lui permet? Il y a 2 ou 3 dimensions. La première dimension, c'est l'aspect légal. Il pourrait se représenter. La deuxième dimension, c'est la volonté divine. Dieu pourrait décider autrement. La troisième dimension, c'est sa volonté personnelle. Pour dire ça suffit, je ne me représente pas. Alors laissons le temps au temps. Et le pouvoir de l'époque a triché. Il a pris son mal en patience parce qu'il ne voulait pas que le pays rentre en guerre. Alors il a appliqué ça à ce moment-là. Il n'était pas au pouvoir. Il a accepté la défaite. Une défaite trichée. Ce n'est pas après 10 ans de pouvoir qu'il va refuser de quitter si le peuple lui demandait par un vote contraire à notre volonté de le garder. Merci de nous avoir reçus, Monsieur le Premier ministre, et d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission exceptionnelle en direct de Conakry consacrée à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Un grand remerciement à la télévision nationale, la RTG, la radio-télévision guinéenne, notamment à travers son directeur général, M. Sekouba Savané, ainsi que le DGA, M. Fana Souma, les journalistes Aminata Traoré et Bangali Kondé, et bien sûr le directeur technique, M. Alseni Bangoura. Merci pour leur esprit de confraternité. Merci au peuple guinéen pour son accueil et merci à tous les candidats qui ont pris la peine de nous recevoir. Bonne suite des programmes sur RTI 1.